La première expédition maritime constitue une étape majeure dans l'histoire de l'humanité. C'est une histoire incroyable, un peu comme Star Trek, sauf qu'elle a vraiment eu lieu. Nos ancêtres ont bravé les océans dans l'espoir de trouver une nouvelle terre au-delà du monde connu. On peut comparer ça à la conquête de la Lune, mais c'est même encore plus impressionnant car la Lune, on la voit de la Terre. Ces pionniers de la navigation témoignent avant tous les autres de la soif d'aventure de l'homme, de son désir d'explorer, de partir à la découverte de terres vierges. Ce voyage nous révélera peut-être comment l'homme a conquis notre planète et au-delà. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il y a environ 60 000 ans, nos ancêtres ont entrepris le voyage qui sera à l'origine du peuplement de toute la planète. Cet événement a une importance mondiale. Il fait partie de notre héritage. L'homme préhistorique a mis des millions d'années à coloniser l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mais il n'osait pas traverser l'océan pour aller conquérir le reste du monde. Pourtant, quelques dizaines de milliers d'années seulement après l'apparition de l'homme moderne, un groupe de marins audacieux a réussi à atteindre l'Australie. Quand cet événement a eu lieu, des hominidés vivaient déjà sur la Terre depuis plus d'1 million d'années. Aucun d'eux n'avait réussi à traverser la mer. Mais ceux d'entre eux qui appartenaient à la même catégorie biologique que nous, y sont arrivés en un clin d'œil archéologique. En un battement de cœur. Cette expédition représente une étape capitale dans l'histoire du développement humain. Ces voyageurs sont les premiers marins. Mungo Park, au cœur du sud-est australien. Ce paysage aride et désertique était, il y a des dizaines de milliers d'années, un territoire fertile, bordant un grand lac. 1974. Le géologue Jim Bowler passe ses dunes au peigne fin. Il cherche à collecter des renseignements sur les premiers hommes qui ont colonisé cette terre. Je filais sur ma petite mobilette quand soudain j'ai aperçu un crâne qui émergeait du sable. J'ai immédiatement mis pied à terre et je suis allé dégager ma trouvaille. Quand j'ai atteint la mâchoire inférieure, j'ai compris que j'avais devant moi un formidable exemple des premières sépultures humaines. En l'espace de 3 jours, les archéologues mettent à jour l'homme de Mungo, un squelette humain d'1,70 m. Aujourd'hui, si on l'habillait en costume-cravate, il passerait inaperçu dans une foule. Jim Bowler est convaincu que l'homme de Mungo est semblable en tout point à l'homme moderne. Pendant 35 ans, il va tenter sans succès de dater de façon certaine sa découverte. « 2003. Le spécialiste des sciences de la Terre, Bert Roberts, va s'atteler lui aussi à cette tâche. Il étudie des grains de sable enfouis avec les squelettes trouvés sur le site australien. Ce tube contient du sable recueilli sur le site funéraire de Mungo. Ces grains de sable n'ont pas vu la lumière depuis que ces corps ont été ensevelis. Bert Roberts utilise une technique qui n'existait pas encore à l'époque de la découverte de l'homme de Mungo. La luminescence stimulée optiquement, ou LSO, permet de déterminer l'époque à laquelle le sable entourant un objet enterré a été exposé au soleil pour la dernière fois.
Des produits chimiques dissolvent le sable, maintenant réduit à quelques petits grains de quartz. Ceux-ci sont ensuite placés délicatement sur 24 disques en acier inoxydable avant d'être analysés. Ce qui se produit ensuite n'est pas visible pour l'œil humain, mais constitue un moment essentiel dans le processus de datation. Dans la machine, les grains de quartz absorbent l'énergie des lasers. L'échantillon renvoie ensuite cette énergie sous forme de lumière. Ce processus est identique à celui qui fait briller certains autocollants dans le noir. Ces autocollants absorbent la lumière sur une certaine longueur d'onde, puis l'irradient ensuite sur une longueur d'onde différente. Plus l'échantillon de quartz a été longtemps sous terre, plus il génère de lumière. L'analyse effectuée par Bert Roberts permet d'obtenir une nouvelle datation très précise. Ces grains de sable ont été exposés pour la dernière fois au soleil il y a environ 42 000 ans. Cette datation prouve que l'homme de Mungo est le plus vieil Australien jamais découvert à ce jour. Mais les chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. En plus des ossements humains, on a également trouvé des outils en pierre. Ces outils associés à l'habitat humain ont aussi été soumis à l'analyse de luminescence LSO. Leur âge est estimé à 50 000 ans. J'ai sauté de joie, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'une découverte capitale. Les découvertes du lac Mungo laissent penser que l'homme moderne est arrivé en Australie il y a environ 50 000 ans. Mais d'où venaient ces pionniers préhistoriques? Les chercheurs sont allés trouver la réponse dans l'ADN des aborigènes modernes. On peut remonter leur lignée jusqu'en Afrique. Quand les humains ont commencé à s'éloigner de la population originelle située en Afrique, ils se sont séparés en petits groupes dont la diversité génétique était moins importante. Ainsi, les scientifiques peuvent découvrir le chemin suivi par nos ancêtres en analysant l'ADN des populations modernes le long des routes migratoires. Il y a 50 à 60 000 ans, un groupe humain a quitté le nord-est de l'Afrique en empruntant ce que nous avons baptisé la route côtière du Sud. Ce groupe est passé par l'océan Indien, le sud de l'Asie, puis a suivi les côtes de l'Asie du Sud-Est pour finalement arriver en Australie il y a 45 ou 50 000 ans. Les analyses génétiques montrent que les premiers Australiens ont des ancêtres africains. Le trajet qui les a menés de l'Afrique à la pointe de l'Asie du Sud-Est par la route côtière est long de plus de 15 000 km. Aujourd'hui, il est possible de faire ce voyage en suivant les côtes et en sautant d'île en île. Mais l'Australie est à plusieurs centaines de kilomètres de ces îles. Nos ancêtres ont-ils été confrontés au même obstacle lors du voyage qu'ils ont effectué il y a 50 000 ans? En 2007, Matthew Kohler, de l'université Monash, a créé un programme informatique capable de redessiner les côtes de l'hémisphère sud au cours des 100 000 dernières années. La Terre était très différente à cette époque. Le niveau des océans est beaucoup plus élevé aujourd'hui que lorsque ces gens ont fait le premier tour du monde. L'une des raisons pour lesquelles le niveau des océans change est la légère inclinaison de la Terre qui rappelle un peu un gyroscope. L'angle d'inclinaison varie selon un cycle de 41 000 ans. Plus l'inclinaison est faible, moins les régions polaires reçoivent de lumière solaire. La neige fond alors moins vite et le niveau des océans baisse. Matthew Kohler démontre ce principe en remplissant d'eau une maquette en pâte à modeler qui représente l'Australie pour simuler les océans. Durant les périodes les plus froides du cycle, la Terre se transforme en congélateur géant.
L'énorme calotte glaciaire de l'hémisphère nord s'est formée à partir des océans de la planète. Cela a eu pour conséquence de faire baisser leur niveau, et une portion supplémentaire de terre s'est retrouvée exposée à l'air. Matthew Kohler nourrit de données sa modélisation informatique pour calculer le niveau exact des océans à différentes périodes du passé. Ces données incluent les cartes des fonds marins, les photos satellites et les terrasses coralliennes surélevées. En haut de la simulation, on voit la courbe temporelle qui couvre les 100 000 dernières années. Il suffit à Matthew Kohler de reculer son curseur dans le temps pour montrer l'impact du niveau des océans sur les côtes. Sa machine à remonter le temps océanique est prête à fonctionner. La période cruciale se situe entre moins 60 000 ans, quand nos ancêtres ont quitté l'Afrique, et moins 50 000 ans, quand ils sont arrivés en Australie. Durant toute cette période, le niveau des océans est plus bas. L'Australie moderne et la Nouvelle-Guinée font partie d'un immense plateau continental que les géographes ont baptisé Saoul. Plus à l'ouest se trouve le plateau sud-est asiatique, surnommé Sunda. Entre ces deux plateaux se trouvent les îles qui forment l'Indonésie moderne. La projection de Matthew Kohler prouve que nos ancêtres ont dû traverser une barrière océanique très importante pour atteindre l'Australie. Grâce à cette simulation, on voit qu'au long des 100 000 dernières années, le plateau australien, Saoul, et le plateau qui forme la partie du sud de l'Asie, Sunda, n'ont jamais été reliés directement. Pour passer de l'un à l'autre, il fallait donc traverser un grand bras océanique. Ce voyage vers l'Australie est la première expédition maritime connue de l'histoire de l'humanité. Mais qui étaient donc ces intrépides premiers marins? L'archéologue Sue O'Connor s'est rendu au Timor oriental, à l'extrême sud de l'Asie, pour recueillir des informations sur la vie des anciennes populations côtières. La plupart des traces laissées par ces gens ont été recouvertes par la montée du niveau de la mer. Mais la chance lui sourit dans la région de Tutuala. Dans cette zone, on constate un soulèvement géologique qui évolue à un rythme rapide. Ici, la Terre se soulève au rythme de 50 cm pour 1000 ans, en raison de l'activité tectonique de la zone. La grotte de Jerimalai, dans le Tutuala, conserve des traces archéologiques datant de l'époque des premières traversées océaniques. Une découverte surprenante faite sur ce site apporte un nouvel éclairage sur les capacités de navigation qui existaient dans cette région il y a 50 000 ans. Des arêtes de poissons préhistoriques. La taille des arêtes prouve qu'il s'agit de poissons dotés de très grosses vertèbres, c'est-à-dire de poissons de très grande taille. Sue O'Connor est encore plus surprise lorsqu'elle découvre que ce sont des arêtes de poissons de haute mer. Des thons de 50 cm de long. Tient-elle là la preuve que le Timor était une zone de pêche de haute mer durant la préhistoire? Une autre découverte, faite à seulement quelques kilomètres de la grotte de Jerimalai, constitue une deuxième pièce du puzzle. Sue O'Connor a trouvé un hameçon en troc nacrier. On se demandait comment ces populations arrivaient à pêcher d'aussi gros poissons. Je pense que l'on vient de découvrir la réponse. La chercheuse est très impressionnée par les choix de matériaux faits par nos ancêtres. La nacre du coquillage qui scintille sous l'eau attire naturellement les poissons. S'il peut attirer les poissons, un hameçon en nacre est-il assez solide pour attraper un thon de grande taille?
Une équipe du département d'ingénierie de l'université de Canberra va tenter de le découvrir. Ils font faire subir un test d'extensibilité au matériau en tirant dessus jusqu'à ce qu'il casse. Ils obtiendront ainsi une charge maximum exprimée en newtons. Un thon jaune, l'une des nombreuses espèces présentes en Indonésie, peut peser jusqu'à 20 kg. Un hameçon de nacre est suspendu dans le testeur. L'hameçon atteint le score étonnant de 590 newtons, c'est-à-dire qu'il peut porter environ 60 kg. La preuve est ainsi faite qu'un hameçon de ce type est largement assez solide pour pêcher de grands poissons de mer. Pour Sue O'Connor, cette découverte laisse penser qu'il y a 50 000 ans, cette partie du monde était peuplée de marins expérimentés. Il semble que ces populations ont maîtrisé très tôt des techniques qui leur ont permis de construire des bateaux, des hameçons, ce qui représente des aptitudes cognitives très modernes. Le Timor oriental a peut-être été la dernière d'une série d'îles traversées lors d'un voyage vers l'est qui passait par l'actuelle Indonésie. Ses habitants maîtrisaient des techniques qui leur permettaient de naviguer en pleine mer. Pour Sue O'Connor, cela désigne cette région de l'Asie du Sud-Est comme la zone la plus probable de passage vers l'Australie. Un nouveau programme informatique montre exactement les difficultés rencontrées lorsqu'on entreprenait un voyage du Timor au Saoul, l'Australie moderne, il y a 50 000 ans de cela. Après les sauts de puce d'île en île, de Bali jusqu'au Timor, le Saoul se trouve encore à plus de 200 km. On est alors arrêté par une énorme barrière océanique, la mer de Timor. C'est une distance très importante pour une embarcation préhistorique. Mais cela soulève une deuxième question. Ces premiers marins voyaient-ils leur destination quand ils ont embarqué, ou se sont-ils lancés délibérément dans une expédition au-delà de leur monde connu? Quand on se trouve sur une plage et qu'on regarde l'horizon, on ne voit que la mer en raison de la courbure de la Terre. Plus on occupe une position élevée au-dessus de la mer, plus on voit loin à l'horizon. Il existe une équation mathématique qui permet de définir cette position. La distance à laquelle on peut voir correspond à la racine carrée de 2 fois la montagne sur laquelle on se trouve, multipliée par le rayon de la Terre. La montagne la plus haute du Timor est le mont Ramello, qui culmine à une altitude de 2900 mètres. Le rayon de la Terre est de 6378 km. Si l'on utilise ces chiffres dans l'équation citée plus haut, on apprend qu'au point le plus élevé du Timor, on peut voir jusqu'à une distance de 192 km. Nos ancêtres n'étaient donc pas en mesure de voir l'Australie, qui se trouvait au moins 30 km plus loin. Les premiers Australiens qui ont fait ce périple ne savaient pas ce qui se trouvait de l'autre côté. Ils voyageaient vers l'inconnu. La première traversée maritime effectuée par l'homme se révèle donc être une expédition intrépide aux frontières du monde connu. Elle constitue également un exploit technique qui semble même dépasser les capacités de l'homme des premiers temps. Quel motif a pu pousser nos ancêtres à entreprendre cette mission impossible? Tim Crow de l'université d'Oxford est un spécialiste du cerveau humain. Il fait remonter la naissance de l'homme moderne et l'émergence des compétences sophistiquées nécessaires à des entreprises d'envergure telles que la première traversée de l'océan il y a 50 000 ans de cela, à un épisode unique dans l'histoire de son évolution. Les recherches montrent que cela s'est produit de façon assez soudaine, il y a 150 ou 200 000 ans. Je pense qu'il s'agit d'un changement génétique.
Tim Crowe pense qu'une mutation dans l'ADN humain a conduit à une réorganisation totale des connexions dans le cerveau. Le cerveau humain est latéralisé, c'est-à-dire que ses deux côtés ne sont pas identiques. Le cerveau humain moderne est donc asymétrique. Le cortex, la ligne grise que vous voyez autour du cerveau, analyse toutes les informations entrantes et prépare toutes les instructions sortantes. Le cortex est plus fin sur la partie avant gauche du cerveau et plus épais sur la partie avant droite. Pour l'arrière du cerveau, c'est exactement l'inverse qui se passe. Le cortex est plus épais sur la partie gauche et plus fin sur la partie droite. Tim Crowe pense que cette asymétrie caractérise de façon essentielle l'humanité moderne. L'une des aptitudes qui caractérise le mieux l'homme est sans conteste le langage. Crowe affirme que c'est cette aptitude au langage qui nous a distingués des autres formes d'humanoïdes primitifs. Et que ce cerveau moderne a trouvé son origine dans un seul mâle. Sa lignée a ensuite dominé les autres au bout de plusieurs générations dans une logique de sélection sexuelle. C'est ainsi qu'est apparue une population dotée d'aptitudes cognitives très avancées. La plupart des gens pensent qu'il y a 50 000 ans, les humains étaient très différents de nous. Je ne le pense pas. Au contraire, je pense même qu'ils ressemblaient beaucoup à ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'ils possédaient déjà les aptitudes nécessaires pour entreprendre une expédition maritime. Cela demandait des aptitudes mathématiques, géométriques, la capacité de concevoir des plans, de se projeter dans l'avenir. Il faut mobiliser toutes ces compétences pour réussir à construire un vaisseau, à s'imaginer dans d'autres endroits, à estimer des distances. Ces nouvelles compétences ont peut-être permis à nos ancêtres de se répandre rapidement sur la surface de la planète, d'atteindre des régions que ne connaissaient pas les premiers humanoïdes. Elles les ont aussi poussés à entreprendre de périlleuses expéditions pour coloniser de nouveaux continents, l'Australie et l'Amérique. L'étude de l'ADN de l'homme moderne laisse penser que tout cela s'est fait très vite. En étudiant une population qui a migré de son environnement originel, on est en mesure d'observer combien de mutations se sont produites au cours du voyage. Et on peut ainsi calculer combien il y a eu de générations depuis que la première est partie. L'étude de l'ADN des aborigènes montre qu'il a subi peu de mutations depuis sa source originelle africaine. Cela laisse penser que la route côtière longue de 15 000 km qui allait de l'Afrique au Saoul, l'Australie moderne, a été parcourue en moins de 330 générations. Ces gens qui ont quitté l'Afrique ont mis très peu de temps à atteindre le Saoul, peut-être seulement 5 ou 10 000 ans. Cela signifierait que chaque génération migrante a couvert en moyenne 50 km en direction de l'Australie. Nos ancêtres ont peut-être été poussés au départ par le besoin de trouver une nourriture plus nourrissante et plus facile à se procurer. Quand on veut faire ses courses, on va au magasin d'alimentation. À l'époque préhistorique, quand nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi s'alimenter, ils se dirigeaient vers les côtes et se nourrissaient des baies et des poissons qu'ils y trouvaient. L'anthropologue Jim O'Connell pense que cette pêche et cette cueillette se faisaient très rapidement. Il a lui-même participé à de la collecte de nourriture chez les peuplades de chasseurs-cueilleurs. Il est frappant de voir la rapidité à laquelle ils peuvent mettre à sec certaines zones. J'insiste là-dessus, car certaines ressources peuvent tarir non pas sur des dizaines d'années, mais en quelques semaines, voire parfois en quelques jours. Quand les ressources commencent à se faire rares dans une région donnée, la population se tourne souvent vers des produits qu'elle ne toucherait pas en temps normal.
Les hommes peuvent se nourrir d'un très large éventail d'aliments. On peut les ranger sur une échelle, en comparant l'apport nutritionnel aux efforts déployés pour se les procurer. En haut de l'échelle, on trouve donc les aliments les plus riches et les plus faciles à obtenir. Les baies sont un bon exemple. Elles sont nourrissantes et il suffit de se baisser pour les cueillir. Au bas de l'échelle, on trouve des aliments difficiles à préparer et à manger. Quand on doit se contenter de ce type de nourriture, c'est signe qu'il est temps de partir. L'archéologue Hugh Barton analyse les outils que nos ancêtres ont peut-être utilisés à l'époque où ils sont partis vers l'Asie du Sud-Est, avec pour destination finale l'Australie. Il cherche des traces de nourriture pour tenter d'établir le régime alimentaire de l'homme préhistorique. Ce que vous voyez ici est précisément ce que nous recherchons. C'est un grain de féculent. Ce grain mesure 16 microns, un micron faisant environ 1/1000 de millimètre. Hugh Barton est ainsi en mesure d'identifier les plantes que ces instruments préhistoriques servaient à préparer. Dans la grotte de Nia, située à Bornéo, le menu était loin d'être appétissant. Nous avons détecté un groupe de plantes extrêmement toxiques. Il est possible de se nourrir de ce type de plantes, mais cela demande une longue préparation pour leur retirer leur toxicité. Ce tubercule est une igname épineuse amère. Il est extrêmement toxique. Ce n'est pas plus gros qu'une pomme, mais un morceau de cette taille peut suffire à tuer un adulte. Il faut donc faire subir toute une série de traitements à l'igname pour la rendre propre à la consommation humaine. Le fait que des gens se soient donné autant de mal pour préparer leur nourriture laisse penser qu'ils ne devaient pas avoir d'autre alternative. S'ils n'avaient vraiment que ce type d'aliments à disposition, ils ont dû travailler très dur pour se nourrir, et ils ont cherché des solutions de rechange. Pour l'homme de la préhistoire, affronter la mer qui le séparait de l'Australie devait représenter un gigantesque défi. Mais était-il plus dur de vivre sur des réserves de nourriture pauvres en quantité comme en qualité, ou de partir à l'aventure vers des terres peut-être plus clémentes? Quelques individus de ces communautés ont peut-être décidé de tenter le sort et d'aller voir s'ils ne vivraient pas mieux de l'autre côté de l'océan. Mais pour ça, il fallait construire un bateau et surtout migrer. Ainsi, nos ancêtres ont eu un puissant motif pour braver la mer, la recherche d'une nouvelle terre plus généreuse que celle qu'ils quittaient. Ce premier voyage marque un tournant dans le développement technologique humain. Houston, propulseur détaché, les moteurs ont pris le relais. L'homme a écrit le dernier chapitre de ses succès dans l'exploration scientifique en 1969, quand Neil Armstrong a posé pour la première fois le pied sur le sol lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité. Tout comme Armstrong en cette occasion, les premiers hommes à s'être lancés dans une expédition maritime il y a environ 50 000 ans avaient également placé leur confiance dans le génie humain pour les aider à survivre dans un environnement hostile. Pour la première fois dans l'histoire humaine, des hommes ont pris leur destin en main et s'en sont remis à leur technologie. Mais quel type de bateau ont-ils utilisé pour cette toute première expédition vers l'Australie? Robert Bednarik, archéologue spécialisé dans la réplication, a passé sa vie à tenter de reconstituer la façon dont les premiers humains construisaient leurs bateaux.
Il a étudié l'aérodynamisme des bateaux modernes et l'archéologie des anciens vaisseaux pour élaborer un modèle d'embarcation qui pourrait ressembler à ceux utilisés pour ce premier voyage historique. Pour reproduire ce radeau, Robert Bednarik utilise uniquement les matériaux et les outils dont disposaient les marins de l'âge de pierre. Il y a 50 000 ans, il existait déjà une large gamme d'outils pour travailler la pierre. Chacun avait été conçu pour effectuer une tâche précise. Robert Bednarik pense que si la construction navale s'est développée en Indonésie, cela est dû en partie à la présence d'une plante, le bambou. Nous avons ici une bambouseraie. Et il n'est pas surprenant que l'histoire navale ait pris naissance ici, en Indonésie, car c'est un pays réputé pour la très grande diversité de ces espèces de bambou. Les tiges de bambou sont constituées d'une série de minuscules chambres à air comprimées totalement hermétiques. Elles flottent donc naturellement et constituent un matériau idéal pour construire un radeau. Robert Bednarik prend un outil en pierre et entreprend de couper un bambou. Il m'a fallu environ 2 minutes et demie pour couper cette tige. Il doit donc suffire de quelques jours pour abattre la quantité de bambou nécessaire à la construction d'un radeau. L'objet suivant sur la liste de courses préhistoriques est un matériau qui lui permettra d'attacher les tiges ensemble, des lianes. Le caractère extensible des matériaux employés est très important dans la construction d'une embarcation. Car si cette dernière venait à se désagréger en pleine mer, ses passagers seraient dans une situation difficile. La conception d'un simple radeau exige un équilibre entre deux paramètres opposés. Le tirant de l'embarcation ou sa résistance à l'eau s'accroît en même temps que la surface de la coupe transversale. Mais la stabilité d'un bateau est inversement proportionnelle à sa largeur. Robert Bednarik a calculé que le meilleur compromis entre ces deux paramètres, dans le cas d'un radeau propulsé par des pagaies, serait une longueur de 13,5 mètres par 3,15 mètres de largeur. La base du radeau est composée de 2 couches de tiges de bambou flottantes, liées ensemble par des lianes dotées d'une grande élasticité. Des tiges croisées assurent la rigidité de l'embarcation, qui, une fois terminée, pèse plus d'1 tonne. Le radeau utilisé pour atteindre l'Australie il y a plus de 50 000 ans devait sans doute ressembler à ça. Pour avoir construit des embarcations plus compliquées, Robert Bednarik sait que le secret de la réussite réside dans la simplicité. Il pense que ses premiers marins n'utilisaient pas de voile. Il est très probable qu'ils ont été portés par les courants et par la mousson, et aussi qu'ils ont dû pagayer une partie du voyage. S'ils ont voyagé durant la période de la mousson, les vents dominants ont dû les aider à atteindre les côtes de l'Australie. Mais comment nos ancêtres pouvaient-ils être certains qu'ils trouveraient une terre dans cette direction ? On sait aujourd'hui qu'ils ne pouvaient pas voir l'Australie du Timor. Cependant, leur environnement a dû leur livrer des indices, laissant penser qu'il pouvait y avoir une terre dans le lointain. Spécialiste en études australiennes, Steve Webb pense que les premiers Australiens étaient certainement en mesure de lire ces indices et d'en tirer la conclusion qui s'imposait. Nous avons certainement perdu certaines de leurs aptitudes, certains de leurs savoirs, car les Australiens modernes, tout comme les Européens, ne sont plus des chasseurs-cueilleurs depuis 8000 ans. En observant le ciel il y a plus de 50 000 ans, ces premiers marins ont peut-être deviné qu'il y avait une terre à peupler à l'horizon. Ces gens ont peut-être été attirés par de grands nuages de fumée produits par des feux de buissons naturels sur le territoire australien, ou par des formations de nuages qu'ils auraient pu voir du Timor. Steve Webb pense même qu'une fois en mer, leurs sens beaucoup plus développés que les nôtres
ont dû leur suggérer la présence d'une terre. Ils disposaient d'un puissant ordinateur originel placé entre leurs oreilles, qui traitait toutes les données entrantes comme la température, les courants, les bois flottants. S'agissait-il de bois tropicaux? Les oiseaux qu'ils croisaient étaient-ils des oiseaux de terre ou de mer? Fallait-il les suivre? Ils pouvaient aussi goûter l'eau, tester sa salinité, la comparer à celle de la mer qu'ils connaissaient. On n'en serait plus capable aujourd'hui, mais eux l'étaient. Ainsi, ils pouvaient déterminer s'ils approchaient du delta d'un fleuve et, si c'était le cas, s'y engager. Mais envisager la présence d'une terre et réussir à l'atteindre par la mer sont deux choses différentes. Steve Webb cherche à comprendre comment ces premiers marins ont réussi à effectuer le trajet jusqu'à une terre située au-delà de leur horizon. Il embarque sur l'une des plus vieilles embarcations du pays, le Tribal Warrior, pour rencontrer Jonathan Baucher, spécialiste de la circulation océanique. Les bateaux modernes sont guidés par des systèmes électroniques, essentiellement le GPS ou géopositionnement par satellite. Jonathan Baucher a navigué en solitaire autour du monde en se servant uniquement des méthodes de navigation traditionnelles. En utilisant la navigation céleste, je peux me positionner grâce aux étoiles du matin ou du soir, aux planètes, en une vingtaine de minutes, alors qu'un GPS me donne cette indication en quelques secondes. Mais je finis toujours par trouver où je suis. En s'aidant d'un sextant, il a tracé une route maritime par rapport aux étoiles. Il y a 50 000 ans, ces hommes ne disposaient pas de sextant, mais ils avaient les étoiles. Ils comprenaient le ciel, ils le connaissaient, ils connaissaient les constellations. Vous pensez qu'ils ont pu s'aider d'instruments pour se diriger? Il est très probable qu'ils disposaient d'instruments qu'ils avaient confectionnés. Un sextant est un instrument très simple quand on y pense. On a des raisons de penser qu'ils utilisaient des arêtes de poisson. Utiliser des arêtes de poisson comme sextant ne semble pas très étonnant chez un marin de l'âge de pierre. Un sextant mesure l'angle du soleil ou d'une étoile donnée au-dessus de l'océan. L'angle change avec la position du bateau, ce qui permet aux marins de définir leur position et de tracer leur itinéraire. Ce que vous évoquez rappelle tout à fait le sextant. On pouvait utiliser un point sur cette arête et décider que c'était l'horizon, puis suivre les étoiles par rapport à lui et calculer leur angle. C'est tout à fait juste. Ainsi, à l'aide d'une simple arête de poisson, on obtient un instrument de navigation. Pour réussir à construire des radeaux capables de tenir la mer et d'atteindre des terres éloignées, ces premiers hommes avaient certainement des moyens de communication élaborés et une très bonne connaissance de leur environnement. Mais les hommes qui ont effectué cette première traversée étaient-ils vraiment des pionniers? Ont-ils vraiment décidé de leur destin? Ou bien ont-ils simplement été des victimes emportées par hasard vers des rivages lointains? Les historiens n'ont pas toujours cru que nos ancêtres de l'âge de pierre étaient de grands visionnaires ou de hardis explorateurs. Des gens dotés de l'imagination nécessaire pour s'embarquer vers l'horizon à la recherche d'une nouvelle terre. Mais nos ancêtres sont bien allés peupler l'Australie il y a quelques 50 000 ans de cela. Un radeau de marins entraînés malgré eux dans cette aventure aurait-il survécu à un aussi long voyage? Physiologiste au centre médical de l'Université de Columbia, le docteur Kes Alakati souligne que pour réussir un tel voyage, il fallait disposer d'assez d'eau douce à bord pour tous les voyageurs. Il s'agissait même là d'une question de vie ou de mort. On a tendance à penser que la douleur est la plus forte de toutes les sensations, mais des études laissent penser que la soif l'est bien plus. Quand le corps perd trop d'eau, l'homme est menacé de déshydratation.
S'il perd plus de 10% de son eau, il risque le coma, puis la mort. Derek Rubin est membre du Club d'aviron de New York. Il a accepté de ramer dur pendant 1 heure pour estimer la perte en eau provoquée par l'effort. Ainsi, on pourra avoir une indication sur la quantité d'eau que les premiers marins ont dû boire durant leur expédition vers l'Australie. Kes Alakati pèse Derek Rubin avant le début de l'expérience. Une caméra d'imagerie thermique montre comment l'effort physique influe sur sa température corporelle. Le thermomètre montre que la température la plus basse est de 22 degrés Celsius et la plus élevée de 34 degrés. Ses coudes et l'arrière de ses bras, où sont situés les triceps, sont chauffés à blanc. La réaction du corps à la température va faire monter le flux sanguin vers la peau et augmenter la transpiration. En transpirant, Derek perd de l'eau et la concentration de sel dans son corps augmente. Cela provoque un rétrécissement des cellules qui peut avoir de graves incidences tant sur le plan physique que mental. Les premiers problèmes se manifestent dans le cerveau. Les facultés de réflexion, les facultés cognitives du cerveau s'affaiblissent quand le pourcentage de perte en eau approche environ les 5%. Une perte de plus de 10% peut avoir des conséquences fatales. Pour ces premiers pionniers qui propulsaient le radeau eux-mêmes, la perte en eau a dû être très importante. Et ceci d'autant plus si le soleil tapait. Les conditions météorologiques sont très importantes. Pour eux, l'idéal aurait été de naviguer à une période où le soleil ne brillait pas en permanence, pour bénéficier d'une température plus clémente. En 60 minutes, Derek Rubin rame sur une distance de 15 km. Comment te sens-tu? Je suis fatigué, j'ai soif. Il a perdu 1,5 kg en poids et près de 2% de l'eau de son corps en tout juste 1 heure. S'il avait continué à suer à ce rythme, il se serait effondré au bout de 5 heures environ. Pour Kes Alakati, cela prouve que les premiers marins devaient disposer d'une quantité suffisante d'eau potable pour chaque rameur sur le radeau. Je pense que la quantité minimum doit être de 3 à 4 litres par jour. Un radeau comprenant 8 marins aurait dû prévoir une cargaison d'au moins 80 litres d'eau potable qui ont peut-être été transportés dans des récipients en bambou. Ce qui tente à penser que ce voyage était bien planifié. Une preuve encore plus convaincante provient de la composition du groupe qui a colonisé cette nouvelle terre. Quel pourcentage hommes-femmes aurait eu le plus de chances de fonder avec succès une nouvelle société? Le professeur Jim O'Connell étudie l'arrivée des premiers hommes en Australie depuis plus de 30 ans. Quand je travaillais sur ce sujet dans les années 70, l'image d'Épinal de la colonisation de l'Australie était celle d'une femme enceinte qui était arrivée sur le rivage sur un tronc d'arbre. Il pense qu'un nouveau logiciel permettra d'écarter cette théorie dépassée. Pour ce faire, il se rend à l'Université de Floride pour rencontrer l'anthropologue John Moore. Le logiciel créé par John Moore n'est pas destiné à l'étude de la période préhistorique. Ce dernier l'a développé pour tenter de déterminer combien de personnes dans le futur seront nécessaires pour former une société sur une autre planète. Chaque taille de colonie et chaque mélange de sexe a une chance déterminée de réussir son installation. Pour prendre l'exemple d'Adam et Ève, si on se contente d'envoyer un homme et une femme en leur disant « bonne chance », leurs chances de réussite sont très faibles.
Mais peut-être qu'une fois sur 1 million, ils réussiront à surmonter tous les obstacles et à générer une communauté prospère. Il n'y a donc pas de nombre magique à partir duquel une colonisation serait assurée de réussir. John Moore entre des données comme l'estimation de fertilité, les taux de mortalité, le sexe et l'âge d'un groupe donné et son programme calcule combien de temps ils survivront. Il y a cependant un critère qui passe devant tous les autres. Les femmes sont l'élément déterminant de l'entreprise. Car les femmes portent les enfants qui assureront la croissance de toute nouvelle colonie. Si vous envoyez 80 hommes et 20 femmes, la première génération s'en sortira, mais pas les suivantes. Mais si vous envoyez 80 femmes pour 20 hommes, le succès est quasiment assuré. Si cette communauté voulait avoir une chance de prospérer, il fallait donc que le groupe initial comporte un nombre suffisant de femmes. Si l'on suppose que la colonisation de l'Australie a été volontaire et non accidentelle. Si l'on considère l'hypothèse accidentelle, la présence de femmes sur le radeau est problématique. Les femmes allaient rarement en mer, et encore plus rarement avec assez d'eau potable pour un voyage de 6 jours. La division du travail selon les sexes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, telles que l'était la première colonie australienne, laisse penser que la pêche était au départ l'apanage des mâles de la communauté. Il est donc plus que probable que seuls des hommes se seraient trouvés sur un radeau qui aurait accidentellement dérivé vers l'Australie. Quel groupe aurait dû se trouver sur ce premier radeau pour réussir à donner naissance à une société? John Moore fait des simulations pour déterminer les chances de survie de différentes tailles de groupes fondateurs. Il fait d'abord une simulation avec une colonie fondée par 3 couples. Il effectue 10 simulations, chacune d'elles donnant une espérance de vie différente de la colonie entière. S'il prend ensuite l'espérance de vie moyenne de ces simulations, cette colonie de 3 couples initiaux disparaît au bout de 76 ans. J'ai ensuite essayé avec 9 couples. Je pensais que la colonie survivrait plus longtemps, mais je ne savais pas combien de temps précisément. J'ai également effectué 10 simulations, et cette fois la colonie a disparu au bout de 130 ans. Ces simulations laissent penser que lorsqu'on a un groupe de plus de 15 couples, les chances qu'ils donnent naissance à une colonie viable augmentent très fortement. Pour John Moore, cela met définitivement un terme au débat sur le caractère volontaire ou accidentel de la colonisation de l'Australie. Pour moi, tout indique qu'il s'agissait d'une entreprise volontaire effectuée par un groupe organisé qui a choisi les participants au voyage et qui n'avait pas l'intention de revenir. Les simulations de John Moore convainquent Jim O'Connell de l'importance de ce premier voyage. Ils doivent pouvoir organiser des voyages sur des périodes d'1 semaine ou même un peu plus. Ils doivent être capables de déterminer leurs besoins en eau et en nourriture. Et ils doivent aussi pouvoir construire un bateau. En travaillant en équipe, ils ont réussi à relever cet incroyable défi. Il faut imaginer des gens qui disposaient des mêmes aptitudes que nous. Pas seulement des mêmes aptitudes techniques, mais aussi des mêmes aptitudes sociales. Notre capacité à nous lier d'amitié, à engager une relation sociale avec l'autre. Ils nous ressemblaient beaucoup. C'étaient des gens ordinaires. Ils ont organisé tout ça eux-mêmes. Cela représente un progrès fantastique dans le développement humain. Et range cet événement parmi les plus importants de l'histoire. Cet incroyable voyage qui leur fera traverser une mer et coloniser volontairement une terre invisible est peut-être le premier et le plus impressionnant exemple de la recherche d'un nouveau destin dans la longue histoire de l'humanité. Cette expédition a accéléré la colonisation du reste de la planète et a été annonciatrice de celle des 2 Amériques, quelques dizaines de milliers d'années plus tard.
Cette aventure éclaire aussi d'un nouveau jour le caractère de l'homme moderne, nous apprend un peu plus qui nous sommes et souligne la force de la curiosité humaine dans la construction du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.